Nous voici arrivés à la troisième grande partie sur cette guerre d'Espagne de 36 à 39. On a vu ensemble comment celle-ci s'était déclenchée, quelles avaient été les opérations, quels étaient les deux camps. On a vu que c'était très distinct, très différent et surtout très peu unis au sein de chacun d'entre eux. Donc quels avaient été ces deux camps et comment ils s'étaient comportés pendant la guerre, comment ils avaient évolué. Et maintenant on va voir qu'il y a une dimension internationale du conflit qui est très importante. Bon, c'est pas propre à la guerre d'Espagne parce que généralement les enjeux d'une guerre et qui plus est d'une guerre civile attirent toujours les intérêts de l'étranger, puisqu'un étranger notamment qui serait frontalier est toujours plus enclin à voir gagner tel ou tel camp et ne veut pas voir par exemple une puissance hostile s'installer à ses frontières. Et c'est vrai dans l'Espagne et dans l'Europe des années 30, cette guerre d'Espagne intéresse énormément le monde entier et de nombreux pays sont intervenus pour tenter de faire pencher la balance du côté qu'ils pensaient le bon. Donc on va opérer en 4 mouvements, c'est pas très historique, d'habitude on fait en 3 parties, mais c'est pas grave. On verra au cours d'un premier mouvement les interventions des dictatures d'extrême droite européennes, ensuite la réponse un peu molle des démocraties, pour poursuivre l'intervention cette fois-ci de l'URSS de Staline qui est aussi très importante. Et pour terminer, on verra que cette guerre d'Espagne a été un peu le champ d'essai, un peu la répétition générale de la Seconde Guerre mondiale, en voyant quelles tactiques et armements ont été utilisés dans la péninsule ibérique que l'on va retrouver entre 39 et 45. Donc je commencerai par parler d'Hitler et de Mussolini. Pourquoi? Eh bien parce que les dictateurs allemands et italiens ont aidé massivement les nationalistes, malgré une situation internationale qui ne les favorisait pas. Oui, parce que c'est une guerre civile, donc elle est propre à un seul pays, mais au niveau international, quelque chose est fait, on ne regarde pas les Espagnols se tirer dessus sans rien faire. Je veux dire par là que les Britanniques forment à Londres un comité de non-intervention dès 1936. Donc celui-ci dit que les puissances ne doivent pas intervenir sous peine de sanctions en Espagne. Un comité de non-intervention des grandes puissances est formé, elles s'engagent à ne pas intervenir. Les Allemands et les Italiens vont le tourner grâce à des fausses sociétés de transport qui ont servi à transborder des armes et des troupes en Espagne. Pourquoi des armes et des troupes? Eh bien parce que c'est justement ce que les deux dictateurs envoient en Espagne, des armes et des soldats. Commençons par l'aide allemande. Eh bien cette aide allemande réside avant tout, il faut le savoir, en un support matériel. Donc des canons, des blindés dont je reparlerai, des munitions et surtout des avions. L'aide allemande, ce sont surtout des avions. Souvenez-vous, on avait vu que les Allemands avaient envoyé de l'aviation de transport pour aider les troupes du Maroc à passer en Espagne, dans ce qui était vraiment le premier pont aérien de l'histoire qui a très bien marché parce qu'il n'y avait pas de chasse ou de DCA suffisante en face et surtout il y avait un effet de surprise très important. Ça c'était un point que j'ai dit, mais ce n'est pas tout. En effet, dès juillet 1936, Hitler expédie en Espagne la fameuse Légion Condor, donc comme l'oiseau. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une centaine d'appareils allemands et plus de 5000 hommes qui les servent. Donc, vous savez, dans l'aviation, il y a ceux qui naviguent, qu'on appelle le personnel navigant, les pilotes, etc. Il y a surtout le reste qui s'appelle les rampants, tous ceux qui permettent aux avions de voler. Et bien là, on parle de 5000 hommes qui sont envoyés en Espagne pour servir cette Légion Condor, mais 5000 en même temps. Au total, plus de 20 000 Allemands ont servi dans cette Légion. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait une rotation très importante et voulue des effectifs qui a été faite. Les Allemands avaient 5000 hommes en même temps en Espagne dans cette Légion Condor, et au total 20 000 comme ça. Ça a permis à beaucoup de pilotes et de personnel allemand d'avoir un baptême du feu, une épreuve du combat, de voir ce que c'était réellement, et de se former. Je reparlerai de ceci dans la 4e partie, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Les Allemands envoient une légion qui sur le papier est assez petite, mais en fait énormément de gens passent par celle-ci pour qu'ils s'entraînent, et l'expérience du feu. Eh bien ils ont aidé grandement les forces de Franco. Il y avait aussi une cinquantaine de blindés qui étaient rattachés à cette Légion Condor, et les hommes qui les servaient ont formé les tankistes du Caudillo. Donc vous voyez, à chaque fois ce sont des hommes qui combattent sur le terrain, mais aussi qui forment les forces de Franco, et ça c'est très important. Troisième point, la marine allemande, donc la Kriegsmarine.
eh bien, elle aussi a œuvré dans la péninsule. Alors comment elle a fait? Eh bien, elle a agi sous couvert du comité de non-intervention. Souvenez-vous, celui-ci disait que les Européens, les puissances qu'il signait, ne devaient pas intervenir dans cette guerre, et donc il était prévu que les flottes européennes patrouillent le long des côtes espagnoles, justement pour vérifier la bonne application des décisions du comité. Par exemple, que des navires ne passent pas avec des armes ou ce genre de choses. Bien, les Allemands ont signé cette convention, y ont adhéré, donc ils ont envoyé leur marine soi-disant pour faire respecter le comité d'intervention. En fait, ils ont utilisé leurs troupes navales, leurs forces navales, comment? Eh bien, en tirant sur les côtes avec les navires de surface et en envoyant des sous-marins faire le coup de feu aux côtés des nationalistes, puisque je vous l'avais dit, la majorité, la grande partie de la marine reste républicaine. Eh bien, celle-ci a été combattue par les forces allemandes qui n'avaient pas le droit, qui légalement étaient dans le non-droit. Donc vous voyez, c'est une aide allemande qui est quand même importante, des avions, des blindés, des munitions et des navires. Mais il faut savoir que l'Italie n'est pas en reste et qu'elle intervient massivement. Donc, comme l'Allemagne, elle fournit des avions, des blindés, des munitions, des canons, des sous-marins, d'autres mitrailleuses et armes automatiques, mais également des lance-flammes, des moteurs d'avion et divers véhicules. Toutefois, ce qui est important, c'est qu'à la différence de Berlin, cette aide a été extrêmement importante. Ce qui fait un pléonasme, une répétition, mais qu'est-ce que je veux vous dire par là? Eh bien, que l'Espagne n'a fini de rembourser l'aide italienne qu'en 1960, et encore en réduisant de moitié la dette qu'elle devait. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, puisque les Italiens, qui vous le savez après 1945, ne sont plus un pays fasciste et deviennent même une république après un référendum, eh bien, ont continué de recevoir un remboursement de l'Espagne, qui elle était toujours sous la férule de Franco, et ce jusqu'en 1960. Ça montre à quel point elles sont intervenues, ces troupes italiennes, en Espagne. Pour l'aviation, on parle là de 6000 volontaires, rien que pour l'aviation, tous des fascistes militants, qui ont servi tant dans le bombardement que dans la chasse, et s'ils ont été engagés évidemment sur terre pour apporter un soutien au sol et aérien aux troupes terrestres de Franco, donc vous savez c'est l'aviation de bombardement terrestre, c'est la chasse qui la protège et qui détruit la chasse ennemie, eh bien les Italiens ne se contentent pas de cela, puisqu'ils envoient également leurs avions bombarder les navires, et on les crédite de plus d'une centaine de bateaux coulés, dont 6 cargos français et des bâtiments soviétiques qui apportaient de l'aide aux républicains. Oui, c'est pas une aide qui est négligeable. Et contrairement à Hitler, Mussolini ne s'arrête pas là puisqu'il a envoyé de nombreuses troupes terrestres. Hitler, lui, s'en est gardé, Mussolini l'a fait. Donc ces volontaires sont d'abord peu nombreux, puis ensuite ils sont carrément regroupés en divisions, sous le nom de Corpo Truppe Volontarie, corps des troupes volontaires. Donc qu'est-ce que c'est qu'une division en termes militaires à l'époque? C'est une fraction de la force armée, qui consiste en 3 ou 4 régiments, ça dépend selon les périodes, selon les moyens, selon les pays, mais en gros c'est une fraction armée dirigée par un général de division donc, et qui contient environ 12 000 à 15 000 hommes. Donc là on parle de 3 divisions, vous faites le calcul, environ 50 000 combattants, un petit peu moins, et qui s'appellent, en plus des noms qui sortent tout droit de la mystique fasciste, Fiamme Nere, flamme noire, Penne Nere, plume noire, et Dio lo vuole, Dieu le veut. Rien que cela. Eh bien, ces 3 divisions ont aidé les Espagnols de Franco sur le terrain, ont fait le coup de feu, se sont battus sous l'uniforme de leur pays et ont même aidé Franco dans le génie, dans les transmissions et dans la santé militaire. À tel point que les Italiens ont fait une médaille, un ruban commémoratif de cette campagne. Donc vous savez, depuis le 19e siècle, c'est une tradition qui est notamment britannique, les soldats qui ont participé à une campagne reçoivent une médaille commémorative. Ça se fait toujours, c'est un ruban. Eh bien, les Italiens ont été jusqu'à faire une médaille commémorative de cette guerre d'Espagne, au même titre que l'expédition d'Éthiopie en 35-36. Il faut dire qu'ils ont laissé 4000 des leurs sur le terrain, et une bonne partie du matériel n'a jamais revu l'Italie. Donc vous voyez que c'est quand même une aide qui est quantifiable et qui est tout sauf négligeable. Enfin, du côté de Franco, on relève aussi
de nombreux volontaires d'extrême droite de plusieurs pays, donc une poignée de Français qui sont sympathisants, des Britanniques, et aussi, quelque chose de très important, plusieurs milliers de Portugais. Pourquoi? Eh bien parce que le Portugal est à l'époque aussi une dictature, c'est la fameuse dictature de Salazar, vous savez, dont les successeurs, les Rémules, tout ce que vous voulez, ne disparaissent qu'avec la révolution des œillets dans les années 70. Donc vous voyez, c'est une zone qui est touchée de plein fouet par ce phénomène des dictatures, et des milliers de Portugais vont aider Franco. Donc celui-ci s'est vu offrir en fait sur un plateau la maîtrise des mers et du ciel, donc par extension de la terre. Vous savez que encore plus qu'avant, il est important de tout contrôler, et cette guerre se fait aussi sous la mer. Et bien Franco s'est vu aider dans toutes ces dimensions-là. Alors que côté occidental, c'est le deuxième mouvement, l'aide est beaucoup plus diffuse et moins franche. En effet, la France est sympathisante de la République, donc c'est la France du Front populaire au début de notre période. Souvenez-vous, cette alliance des partis de gauche comme en Espagne, qui est dirigée en France par Léon Blum. Donc Léon Blum qui lance le grand réarmement de la France, sur lequel on pourrait parler longtemps. Mais toutefois, s'il est sympathisant de cette République qui est attaquée, il est divisé quant à la marche à suivre, son gouvernement également, et les Britanniques, eux, ne voient carrément pas d'un bon œil la fourniture d'armes à un régime qu'ils craignent. L'Angleterre, plutôt le Royaume-Uni, pense que la République espagnole est prête à se transformer en soviet, donc en État communiste d'un moment à l'autre. Et si vous vous souvenez de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, vous vous souviendriez qu'il n'avait peut-être pas forcément tout à fait tort. Disons qu'il y avait une menace d'extrême gauche importante dans cette République espagnole, et les Britanniques ne voulaient pas envoyer d'armes à un pays qui était prêt à se transformer en annexe de Moscou d'un moment à l'autre. Donc résultat, les Britanniques sont les seuls, mais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils appliquent à la lettre les décisions de leur comité de non-intervention, et il n'y eut pas d'implication directe du gouvernement britannique, seulement des volontaires. La France, elle, a tout de même fait quelque chose, en fournissant un peu de matériel, mais uniquement acheté par la République. Ils n'ont jamais donné d'armes à titre gracieux, que du matériel acheté par la République. Même si, ça il faut le noter, c'est le point suivant, le gouvernement français, à l'initiative, c'est un projet qui est à l'initiative d'André Malraux, et qui a été laissé faire par le gouvernement français. Donc qui est André Malraux déjà? Eh bien vous savez, c'est un grand écrivain, mais c'est aussi un grand aventurier. Il a œuvré notamment en Extrême-Orient, il est connu pour avoir pillé là-bas de nombreux endroits. Eh bien André Malraux est aussi un homme qui était, vous savez, par la suite engagé dans la France libre et le premier ministre de la Culture, général de Gaulle. Donc il est sympathisant aussi de la République. Et il décide de former une escadrille de pilotes volontaires pour aider l'Espagne. Donc il est soutenu par le ministre de l'Air français, Pierre Cotte, COT, et Malraux et Pierre Cotte recrutent des pilotes volontaires un peu dans le monde entier, donc la plupart viennent de l'aviation commerciale, et ils forment cette escadrille qu'on appelle España, donc l'Espagne, qui sont 635 hommes venant donc du monde entier en 1936. C'est l'initiative de Malraux, soutenue en sous-main par le gouvernement français. Donc il raconte ça dans son fameux livre, son roman sur cette guerre d'Espagne qui s'appelle L'Espoir. Vous pouvez le lire, je vous le conseille. Bon, c'est du Malraux, on aime ou on n'aime pas, mais lisez ne serait-ce que les premières pages où l'on voit un peu l'état d'incertitude qui régnait dans l'Espagne de 36. On ne sait pas très bien quelle région obéissait à qui, donc ça se passe un peu, ces premières pages sont des coups de téléphone qui sont échangés où les centrales téléphoniques appellent les unes après les autres les villes, ne sachant pas si celles-ci obéissent à la République ou au camp nationaliste, et cet instant de flou est assez bien rendu dans ces premières pages de l'Espoir, que je vous conseille de lire, ne serait-ce que pour ça. Donc son initiative est réelle, 635 comme en 1936, mais en 1937, ils ne sont déjà plus que 180, dont 45 Français et 12 Italiens. Pourquoi des Italiens? Eh bien ça nous amène au point suivant, superbe transition. Les combattants les plus connus de cette guerre d'Espagne restent les fameuses brigades internationales. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des unités de volontaires qui sont mises en place par les partis communistes de toute l'Europe et qui viennent combattre le fascisme en Espagne. Donc on a dit énormément de choses sur eux, il y a eu beaucoup d'hagiographie, ça veut dire de livres qui les vantaient, qui ont dit beaucoup de choses pas très objectives sur elles. De l'autre côté, les opposants
les gens, à ces brigades, les gens d'extrême droite, de droite dure, ont craché sur elles. Il faut un peu tirer le vrai du faux, c'est toujours très dur, vous savez, en histoire, mais le fait est qu'il y a eu des milliers de volontaires, voire des dizaines de milliers, venus du monde entier, à l'initiative des partis communistes, qui sont regroupés dans ces brigades internationales, et qui ont combattu les fascistes en Espagne. Et le nombre le plus important des brigadistes, donc 12 000 sur 35 000, 20 de France, tout de même. 12 000 brigadistes étaient des Français, dont plusieurs milliers d'Espagnols en fait qui vivaient dans le sud de la France. Donc tous volontaires, ce sont généralement des jeunes gens qui sont membres des partis communistes ou des sympathisants, mais aussi, ça c'est très important, des Italiens antifascistes, des Allemands antinazis, des Américains épris de liberté, des Canadiens, quelques Britanniques. Et les historiens des brigades internationales ont même appelé ça la formation, je cite, militaire la plus intellectuelle de l'histoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle comptait une foule importante d'artistes, d'écrivains, de scientifiques et même plusieurs professeurs d'université des États-Unis. Et donc, parmi ces gens-là, qui ont écrit des pages assez glorieuses de l'histoire des combattants volontaires, eh bien il y avait également George Orwell, le fameux Orwell, qui a une importance majeure dans l'histoire intellectuelle tout de même. Relisez ce qu'il a fait. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de George Orwell, mais tout de même, vous voyez, ces brigades internationales comptent des membres un peu éminents, et elles ont été, elles, décrites dans ce livre d'un autre aventurier de l'époque, quelqu'un que j'aime bien. Bon, on ne doit pas donner son avis en histoire, mais là c'est de la littérature, c'est Ernest Hemingway. Ernest Hemingway a écrit beaucoup de livres dans les années 30-40, et bien Pour qui sonne le glas, il parle de cette expérience de la guerre d'Espagne des brigades internationales. Donc Malraux, Hemingway, vous voyez, il y a quand même pas mal d'auteurs qui ont écrit dessus, j'en citerai un troisième qui, vous savez, tous aussi sont dans ma bibliographie ou presque, Joseph Kessel, écrivain et journaliste français, qui a été en Espagne en 37-38 et qui a écrit des reportages très intéressants sur le camp républicain aux Abois, et que je vous conseille de lire. Alors, ils ont été réédités chez Texto dans un livre qui s'appelle, voilà, je suis en train de le voir en ce moment même, L'heure des châtiments. C'est une compilation de ces articles qui sont très intéressants. Vous voyez, des volontaires en nombre important. Toutefois, et c'est le troisième mouvement, les plus actifs du côté anti-franco restent sans doute les soviétiques, qui ont fourni tout de même 1 millier d'appareils, et là c'est encore une chose qui est importante, qui venaient généralement avec leurs pilotes. Donc les soviétiques envoient des appareils avec leurs pilotes, ce qui fait que les duels aériens germano-soviétiques ont donc été nombreux avant 1941 en Espagne. Ce que je vous l'avais dit, la Légion Condor est en face. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut parler maintenant de l'or espagnol. Qu'est-ce que je veux dire par l'or espagnol? Alors c'est plus le siglo de oro, c'est plus l'or des Amériques, qui a été dépensé depuis bien longtemps, mais tout de même, en 1936, l'Espagne dispose de la 4e réserve d'or mondiale. Ça paraît pas, c'est un pays, vous savez, qui est assez affaibli depuis le XVIIIe siècle, l'Espagne, qui est en perte de vitesse, qui est en retard sur de nombreux points, mais qui a été, entre 1914 et 1918, neutre, donc qui a donc pu faire du commerce, et qui a accumulé une réserve d'or importante, la 4e de métal jaune mondiale, en 1936. Or, étant donné que Staline apparaît comme le seul disposé à vendre des armes en masse à la République, le gouvernement espagnol dépense la quasi-totalité des 707 tonnes de métal jaune qui lui appartiennent pour acheter des armes à Staline. Donc celui-ci les a vendus sans état d'âme, ce qui a donc permis à l'Espagne républicaine d'être correctement approvisionnée en armes, en munitions, en matériel jusqu'à la fin du conflit, et une grande partie des mitrailleuses, des blindés, des avions, des conseillers techniques vient du RSS et ont permis de garder un certain niveau de qualité à l'Espagne républicaine. Mais toutefois, il faut savoir que Staline n'a pas non plus joué la carte du grand séducteur, du grand monsieur sympathique qu'il n'était pas, puisqu'il a vendu tout ça au prix du marché, et s'il y avait quelques matériels de grande qualité, il s'est aussi servi, il en a profité pour se débarrasser d'énormément de matériel et d'armes qui auraient eu la place dans un musée et pas au combat, puisqu'il datait notamment de la guerre russo-japonaise de 1905. Staline a vendu
aux républicains une grande partie des armes, des munitions qui dataient donc de cette guerre russo-japonaise de 1904-1905 qui, vous savez, a été perdue en plus par la Russie. Donc là, c'était un moyen de vider des vieux stocks. D'ailleurs, le reste de ces 707 tonnes de métal a été dépensé en Pologne et en Tchécoslovaquie, et c'est pareil, eux se sont aussi débarrassés d'armes de rebut, de véhicules sans pièces de rechange, etc. Or, c'est quelque chose de dommageable à l'époque, puisque vous savez que c'est toujours le cas d'ailleurs pour la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des véhicules perdus sur le terrain l'est souvent par manque de pièces de rechange plutôt que par coup au but. Donc les républicains ont certes été approvisionnés, mais pas forcément avec ce qu'il y avait de mieux sur le marché à l'époque. Ça nous amène au quatrième mouvement, au quatrième point, où l'on va voir que ces interventions ont dépassé le cadre de la guerre d'Espagne, puisque bon nombre d'armes et de tactiques que l'on va retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale y furent testées. Donc, outre les armes d'infanterie, rappelez-vous que j'ai parlé de blindés et d'aviation. Eh bien, revenons sur les blindés. C'est là que l'Allemagne a testé avec succès cette idée novatrice qui lui a permis d'écraser la Pologne puis la France. Donc vous savez, c'est concentrer les blindés en un seul point et non plus les diviser entre infanterie et cavalerie, comme lors du précédent conflit. Les Allemands avaient la hantise de cette guerre de position, vous savez, qui avait été la Première Guerre mondiale en grande partie, et voulaient à nouveau recréer le mouvement, recréer la surprise, en concentrant cette nouvelle cavalerie qui était blindée dans un endroit précis du front, soutenu par l'aviation et l'artillerie, percer et ensuite exploiter cette percée. C'est ce qu'on a appelé après en termes journalistiques le Blitzkrieg, plutôt la Blitzkrieg. Donc c'est pas propre à l'Allemagne, vous avez énormément de penseurs à l'époque qui ont écrit là-dessus, Charles de Gaulle lui-même, vers l'armée de métier, mais qui n'a pas été écouté, les soviétiques aussi. Les grandes manœuvres soviétiques de 1935 vont opérer l'aviation, les blindés et les parachutistes de concert. Les Allemands se sont inspirés de tout ceci, l'ont testé en Espagne, et vous savez que ça a énormément fonctionné entre 1930, 1939 et 1942 à peu près. Eh bien, ça a été testé en Espagne. Or, des experts militaires internationaux, des Français et surtout des Soviétiques, je vous l'avais dit, étaient présents en Espagne et avaient vu tout ça à l'œuvre. Donc évidemment, ils ont écrit sur cette guerre d'Espagne, sur ce que les Allemands faisaient, et envoyé des rapports à leur gouvernement. Eh bien, vous le savez, sinon le contraire serait connu, ils n'ont pas été écoutés une fois rentrés au pays. C'est un peu, ceux qui ont vu mes vidéos sur la guerre de 1870 s'en souviennent, ce qui s'était passé entre 1865 et 70. La France avait un excellent attaché militaire en Prusse, le colonel Stoffel, qui écrivait des rapports extrêmement précis sur ce qui se passait dans l'armée prussienne. Eh bien, il n'a pas été écouté. Voilà, c'est encore la même chose. Tout ce que les Allemands ont fait a été vu. C'est une guerre qui n'est pas secrète, qui a des photos, des vidéos, des écrits. Eh bien, les experts qui ont décrit tout ceci n'ont pas été écoutés, ils ont joué les pauvres, les Cassandres. C'est aussi là que l'Allemagne, c'est important, un mot que j'aurais dit beaucoup dans cette vidéo, a découvert la puissance anti-char de son canon de DCA de 88 mm. Je m'explique. Vous savez que c'est une arme qui est sans doute la plus connue de la Seconde Guerre mondiale, le canon de 88 allemand. Donc c'est un canon qui sert à la base à la défense anti-aérienne. Il tire vers le ciel des obus qui, en se brisant, dispersent des éclats, qui abîment les carlingues des avions, et à force d'accumuler des éclats, ceux-ci ne tiennent plus en vol et tombent. Je schématise grossièrement. Mais ces canons qui ont été envoyés protéger les aérodromes de Franco ont aussi été utilisés contre des chars, puisque les soviétiques ont envoyé des chars aux républicains, qui les ont utilisés pour essayer de détruire les aérodromes allemands de la Légion Condor, et ceux-ci, à court de moyens, un peu dans l'urgence, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont décidé, de manière complètement pragmatique, d'abaisser leurs canons de DCA et de se servir de ce qu'ils avaient, c'est-à-dire de ceux-ci, de ces canons, pour tirer sur les blindés républicains qui pénétraient dans leurs aérodromes. Et là, un peu par hasard, c'est un hasard de l'histoire, ils ont découvert que leurs canons anti-aériens avaient un potentiel anti-char extrêmement puissant. Et cette arme a été découverte dans cette deuxième potentialité pendant cette guerre d'Espagne. Donc vous voyez que c'est quand même pas quelque chose d'anodin, puisque tous les experts de la Seconde Guerre mondiale qui m'écoutent connaissent bien cette arme, et tous les autres ont sans doute vu des photos, des vidéos. Je mettrai des photos dans la vidéo. Donc voilà, c'est deux points importants. Un troisième encore côté allemand, ce sont ces
affrontements de la guerre d'Espagne qui ont permis également à l'armée allemande de constater l'efficacité du GU-87, donc le Junker 87, le fameux Stuka, Sturzkampfbomber, ça veut dire bombardier en piqué, avion d'attaque au sol, et c'est justement encore en Espagne que les Allemands ont pu découvrir l'efficacité de cet avion d'attaque au sol que les Espagnols surnommaient Stupido, ça veut dire stupide, pourquoi? Eh bien en raison de son allure pataude. Vous savez peut-être, c'est un avion dont le train d'atterrissage ne rentre pas. Donc qui était extrêmement célèbre pour les fameuses sirènes, trompettes de Jéricho qui mettaient sous ses ailes puis sur les bombes et qui a terrorisé les Français en 1940. Et bien là encore, ça a été testé en Espagne. Pour terminer sur les avions, rappelons une utilisation plus affreuse de ceux-ci, qui est le bombardement des villes. Vous savez, la plus connue, c'est celle de Guernica. Mais pour en arriver à Guernica, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes dans les années 1920, année très importante au niveau de la réflexion militaire, notamment parce que nous sommes après la Première Guerre mondiale, et que la pensée évolue. Et c'est là qu'un penseur qu'on appelle Giulio Douhet, D-O-U-H-E-T, un italien, même si son nom ne fait pas très italien, eh bien celui-ci, le fameux Douhet, a émis l'idée suivant laquelle l'aviation devait désormais servir à faire plier le camp adverse par des bombardements de terreur qui visent les civils pour casser le moral et amener le pays à se rendre. Donc c'est cette thèse qui a été utilisée, vous savez, avec un succès immense pendant la Seconde Guerre mondiale, Varsovie, Anvers, Londres, puis bien sûr la France et l'Allemagne par les Alliés entre 1942 et 1945. N'oubliez pas que les Alliés sont servis énormément de ce bombardement stratégique. Eh bien, ces idées de Giulio Douhet, c'est pas le seul à avoir écrit dessus, hein, les Russes ont écrit dessus aussi, mais Douhet est le plus connu, eh bien, elles ont été utilisées, testées en Espagne par les Italiens et les Allemands. Les Italiens ont ravagé Barcelone malgré l'absence d'objectifs militaires et ont aidé la Légion Condor de von Richthofen à détruire cette petite ville du Pays Basque où se déroulait tranquillement le jour de marché, qui est Guernica en 1937, et qui a donné ce tableau apocalyptique de Picasso, comme vous le savez. Enfin, plusieurs as allemands du second conflit mondial ont connu leur baptême du feu en Espagne. Donc Adolphe Galland, pour ne citer que lui, qui est l'un des plus connus des utilisateurs de chasseurs les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il a été formé en quelque sorte en Espagne. Et le commandant de la Légion Condor, c'était von Richthofen, je ne sais plus s'il était cousin du Baron Rouge, mais en tout cas il était de sa famille, et qui a eu des commandements pendant la Seconde Guerre mondiale, lui aussi a été formé en Espagne. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très important. Beaucoup d'auteurs parlent d'un laboratoire de la Seconde Guerre mondiale, d'une grande répétition générale, et vous voyez qu'après ce que je vous ai dit, ils n'ont pas forcément tort, mais ils n'ont même pas tort du tout. Et si je n'ai parlé avec des Allemands, c'est que justement, ils furent à peu près les seuls à avoir tiré parti des enseignements de cette guerre. Donc ça leur a servi notamment au début de la Seconde Guerre mondiale, parce que je vous ai montré que les Occidentaux, et dans une moindre mesure les Soviétiques, ne se sont pas remis en question malgré des demandes déjà évoquées, malgré les rapports de ces experts militaires et ce conflit qui a été perdu par la République. Donc, je terminerai dans une dernière vidéo par faire une conclusion générale, mais vous voyez que dans celle-ci, j'ai parlé presque 30 minutes, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup à dire, j'ai dû résumer énormément évidemment, mais cette guerre d'Espagne est très importante parce qu'elle a une dimension internationale de premier plan et que je vous ai montré quels étaient les aspects de celle-ci. Je vous remercie et vous dis à la prochaine fois pour une conclusion sur cette guerre d'Espagne qui, j'imagine, du moins je l'espère, vous aura intéressé parce que c'est un conflit dont on parle là encore assez peu, mais qui pourtant est riche d'enseignements, d'événements.